Je m'appelle Ronald Holt, 31 ans, un ouvrier d'usine vivant dans une petite ville industrielle de l'Indiana. Ma vie n'a jamais été facile, mais je n'ai jamais imaginé qu'elle s'effondrerait aussi rapidement. Il y a quelques mois encore, j'avais un foyer, aussi modeste soit-il, aussi durement gagné soit-il. J'avais Melissa, la femme que j'aimais, et Cameron, notre petite fille, qui était mon univers entier. Mais maintenant, tout cela n'est qu'un souvenir s'estompant, comme de la fumée dans le vent. Chaque matin, je me levais à 5h100 avant même que l'aube ne perce les toits gris de la ville. Je me traînais hors du lit, mes épaules endolories par le travail de la veille à l'usine d'acier. Le rugissement des machines, l'odeur âcre du métal en fusion, la sueur dégoulinant sur mon front. C'était ma vie jour après jour. Mais je ne me plaignais pas. Je travaillais pour Melissa et Cameron, pour le sourire de ma fille quand je la tenais dans mes bras, pour le regard doux dans les yeux de Melissa quand elle m'aimait encore. Notre maison était un petit appartement aux murs tachés et aux meubles usés. Mon salaire d'usine suffisait à payer le loyer, acheter du lait pour Cameron et maintenir le feu allumé dans notre maison. Melissa travaillait comme employée de bureau, mais après la naissance de Cameron, elle a démissionné pour rester à la maison et s'occuper d'elle. Cela ne me dérangeait pas, même si le fardeau financier pesait lourdement sur mes épaules. Je pensais que c'était ce qu'un homme faisait, subvenir aux besoins de sa famille, peu importe la difficulté. « Ça va, Ron ?» me demanda Melissa un soir, alors que je m'affaissais sur une chaise, mes mains encore sales de l'odeur de l'huile de machine. Elle se tenait dans le coin de la cuisine, la faible lumière jaune projetant une lueur sur ses cheveux bruns. Je lui souris et hochai la tête. « Je vais bien. Tant que toi et Cameron êtes heureuses, je peux tout supporter. » Mais je n'avais pas remarqué, ou peut-être avais-je choisi de ne pas remarquer, que le regard dans les yeux de Melissa avait changé. Elle ne me regardait plus comme avant. Ses sourires étaient devenus forcés, et nos conversations devenaient plus courtes. Certaines nuits, quand je rentrais tard d'un quart de travail, je la trouvais assise seule dans le salon, les yeux rivés sur son téléphone, ses doigts défilant rapidement comme si elle cachait quelque chose. « C'est qui ?» demandai-je, essayant de garder mon ton léger. « Juste une vieille amie », répondait-elle rapidement, éteignant l'écran. Je me disais que j'imaginais des choses. Melissa était ma femme, la mère de mon enfant. Elle ne ferait rien pour blesser notre famille, mais au fond, je sentais une distance grandissante entre nous, comme une petite fissure dans un mur, s'élargissant chaque jour, et je ne savais pas comment la réparer. Cameron était ma seule lumière. À 8 mois, avec ses joues potelées et ses grands yeux ronds, elle me regardait toujours comme si j'étais son univers entier. Chaque fois que je la tenais, mon épuisement disparaissait. « Tu es mon trésor. Tu sais ça ?» Je murmurais alors qu'elle agrippait mon doigt et riait. Ces moments me faisaient oublier les factures qui s'accumulaient, les quarts de travail de nuit et les fois où Melissa évitait mon regard. Mais alors les doutes ont commencé à me ronger. Un soir, en rentrant plus tôt que d'habitude, j'ai surpris Melissa rangeant à la hâte son téléphone dans sa poche. Elle a sursauté en me voyant, et pendant un bref instant, j'ai vu la panique dans ses yeux. « Pourquoi es-tu si nerveuse ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. « Ce n'est rien », a-t-elle dit, mais sa voix tremblait comme si elle cachait un secret. Je ne voulais pas croire mon instinct, mais il devenait plus fort comme une tempête se formant à l'horizon. Et cette tempête, elle a frappé plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, emportant tout ce que j'appelais autrefois ma famille. C'était un samedi quand j'ai pris un jour de congé pour rester à la maison avec Cameron. Melissa a dit qu'elle devait sortir rencontrer une amie,
Juste prendre un café. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit. Mais ses yeux ne me regarderont pas. J'ai hoché la tête, tenant Cameron dans mes bras, regardant Mélissa partir avec son sac à main balançant sur son épaule. Quelque chose dans sa façon de marcher a fait se serrer mon cœur, mais je n'ai pas osé m'y attarder. Ce soir-là, Mélissa est rentrée tard. J'étais assis sur le canapé, Cameron, endormi paisiblement dans son berceau. Quand elle est entrée, j'ai senti une odeur de parfum inconnu, pas celui qu'elle portait habituellement. « Où étais-tu toute la journée ?» ai-je demandé, essayant de garder mon ton doux. Mais elle a juste secoué la tête, marmonnant quelque chose sur le fait de rencontrer un vieil collègue. Je voulais la croire, mais mon cœur criait le contraire. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. Pendant que Mélissa était sous la douche, j'ai regardé son téléphone. Quelques minutes à parcourir ses messages ont brisé mon monde. Les mots sur l'écran ont pénétré mon cœur comme des couteaux. « Tu me manques », lisait un message d'un numéro non enregistré. « Rejoins-moi encore ce soir. Je dirai à Ron que je vois une amie. » Et puis des dizaines d'autres messages, doux, intimes, d'un homme que je ne connaissais pas. Mais j'en savais assez pour comprendre que Mélissa m'avait trahi. Je suis resté là, les mains tremblantes, le téléphone m'échappant des mains et tombant sur le sol. Quand Mélissa est sortie de la salle de bain, elle m'a regardé puis le téléphone par terre. Son visage est devenu pâle. « Ron, toi ?» a-t-elle bégayé, mais je ne l'ai pas laissé finir. « Qui est-ce, Mélissa ?» Ma voix était rauque, non pas de colère, mais de douleur. « Ah, qui est-ce qui te fait faire ça à moi, à Cameron ?» Elle leva les yeux, ses yeux scintillant d'une émotion que je ne pouvais déchiffrer. Était-ce du regret ou de la résolution? « Ron, a-t-elle dit, sa voix étrangement calme. Nous devons parler. » Et puis elle m'a dit, pas de longues explications, pas de détours. Elle a dit qu'elle avait repris contact avec un ancien collègue de travail, un type nommé Brian, dont je n'avais entendu parler qu'en passant. On parlait d'abord, a-t-elle dit, mais sa voix a vacillé en parlant des rencontres ultérieures, des rendez-vous café qui se prolongeaient en soirée, des messages qui se transformaient en déclarations d'amour. Il me fait me sentir vivante, Ron. Je suis désolé, mais je ne peux plus vivre comme ça. Je suis resté là, figé, comme si le sang dans mes veines avait arrêté de couler. Vivre comme ça comment, Mélissa? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Vivre avec moi, avec Cameron, avec notre famille. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a détourné le visage, ses épaules tremblant légèrement. Je ne suis pas heureuse, a-t-elle finalement dit, sa voix plate comme si elle lisait un script. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Je veux divorcer. Le mot divorce m'a frappé comme un marteau-piqueur. J'ai voulu hurler, lui demander pourquoi, la supplier de reconsidérer pour Cameron, pour les années que nous avions passées ensemble. Mais je suis resté là, immobile, regardant la femme que j'aimais devenir une étrangère. « Et Cameron ?» ai-je demandé, ma voix étranglée. « Elle n'a que 8 mois, Mélissa. Qu'est-ce que tu vas faire à son sujet ?» Elle était silencieuse, et ce silence me faisait plus mal que n'importe quel mot. « Je ne peux pas m'occuper d'elle, » a-t-elle dit après une pause, sa voix glaciale comme la glace. « Tu la gardes, Ron. J'ai besoin d'une nouvelle vie. » Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit après. Peut-être que je n'ai rien dit du tout. Tout ce que je sais, c'est que lorsque Mélissa a quitté l'appartement, traînant une petite valise derrière elle, j'ai senti le monde s'effondrer sous mes pieds. Elle n'a pas regardé en arrière. Pas une seule fois vers Cameron. La porte s'est claquée
et je suis resté là, seul, avec ma petite fille, et un cœur brisé. Les jours qui ont suivi se sont passés dans le brouillard. Je continuais d'aller au travail, de me tenir près de la chaîne de production à l'usine d'acier, mais mon esprit dérivait. Le rugissement des machines ne parvenait pas à noyer les questions qui tourbillonnaient dans ma tête. Pourquoi a-t-elle fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment vais-je élever Cameron toute seule? Mélissa n'a pas tardé à agir selon ses paroles. Une semaine plus tard, j'ai reçu une convocation du tribunal. Elle avait demandé le divorce, et je n'avais pas la force de me battre. Le tribunal de notre petite ville n'était pas compliqué, mais il n'était pas clément non plus. Ils ont divisé nos biens, un terme sophistiqué pour le petit appartement que Mélissa et moi avions peiné à payer au fil des ans, et les maigres économies que j'avais rassemblées pour Cameron. Cet appartement, bien que délabré, était tout ce dont j'étais fier. Un foyer que j'avais construit avec la sueur et les quarts de travail de nuit à l'usine. Le tribunal a ordonné sa vente pour partager l'argent, car je ne pouvais pas me permettre de racheter la part de Mélissa. Tout s'est passé à une vitesse vertigineuse. Les experts sont venus. Puis le panneau à vendre est apparu. Je me tenais là, regardant l'appartement où Cameron était né, où je pensais que nous aurions une maison pour toujours, vendue pour une bouchée de pain. Le jour où ils sont venus vider les meubles, je me tenais dans le coin de la pièce, tenant Cameron dans mes bras. Elle gazouillait, ses petites mains agrippant ma chemise, comme si elle pouvait sentir la douleur de son père. J'ai regardé tandis que nos dernières affaires étaient emportées. Le canapé où je m'étais assis tenant Cameron, la table de cuisine où Mélissa cuisinait autrefois des dîners simples, le lit où nous nous étions autrefois allongés rêvant de l'avenir. Tout cela n'était plus que des souvenirs. J'ai reçu la moitié de l'argent de la vente, mais ce n'était presque rien après avoir remboursé la banque. Mélissa a pris sa part et a disparu. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé à Indianapolis avec Brian. Elle n'a pas appelé, n'a pas demandé après Cameron. Elle a abandonné notre fille, m'a laissé comme si nous n'avions jamais existé dans sa vie. J'ai essayé de rester fort pour Cameron. Elle était la seule raison pour laquelle je ne m'effondrais pas. Chaque matin, je regardais dans ses yeux clairs et innocents, et je me disais que je devais être fort. Mais la vérité, c'est que je me brisais. Je n'avais pas seulement perdu ma femme, ma maison. J'avais perdu foi en ce que je pensais durer éternellement. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me tourner vers mes parents pour obtenir de l'aide. J'ai appelé mon père, Kenneth. « Papa, j'ai besoin d'aide », ai-je dit, ma voix brisée par la honte et le désespoir. Mélissa est partie. C'est juste moi et Cameron maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Il y eut un long silence. Si long que j'ai cru qu'il refuserait. Mais alors il a parlé, sa voix sèche et sèche. « Reviens ici. Reste avec nous pour l'instant. Mais tu devras contribuer aux frais de subsistance. Nous ne sommes pas exactement à court d'argent. » J'ai expiré, même si mon cœur était encore lourd. Je pensais qu'au moins la famille serait un endroit où Cameron et moi pourrions trouver refuge. J'ai fait mes quelques affaires restantes. Un sac de mes vêtements, quelques tenues pour Cameron et un vieil ours en peluche qu'elle aimait serrer quand elle dormait. Je l'ai serré fort, suis sorti de l'appartement maintenant vide et j'ai pris un bus pour la maison de mes parents. Alors que je montais dans le dernier bus en sortant de la ville avec Cameron dans mes bras, je me sentais comme un raté. L'appartement, où j'avais pensé que nous aurions une maison pour toujours, appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. L'argent de sa vente était presque disparu. J'ai serré ma fille plus fort et j'ai murmuré « Je trouverai une solution, Cameron, je promets. » Mais au fond, je ne savais pas comment je tiendrais cette promesse.
La maison de mes parents se trouvait à la périphérie de la ville, une maison à 2 étages usée, avec des bardeaux décolorés, dans une cour avant envahie par les mauvaises herbes. Je me suis tenu à la porte, tenant Cameron, mon cœur battant comme celui d'un mendiant. Je ne voulais pas revenir ici. Je ne voulais pas faire face au regard jugeur de mes parents. Mais je n'avais pas d'autre choix. J'ai frappé, et quand ma mère Denise a ouvert la porte, elle m'a regardé de haut en bas et a soupiré. « Entre, Ron », a-t-elle dit, sa voix dépourvue de chaleur. « Mais ne fais pas de bruit, ton père se repose. » J'ai porté Cameron dans ma vieille chambre. Elle était toujours là, mais pas comme je me la rappelais. Une fine couche de poussière recouvrait le sol. Le lit était couvert d'un vieux drap, et le coin était rempli de boîtes en carton aléatoires que mes parents avaient entassées. Cette chambre n'a pas été utilisée depuis un moment. « Nettoie-la toi-même », a dit ma mère. Son ton plat, comme si ce n'était rien. J'ai avalé difficilement, regardant autour de la pièce, qui abritait autrefois mes rêves d'enfance, maintenant froide, poussiéreuse et oubliée. La maison n'avait que 3 chambres. Mes parents étaient la plus grande au bout du couloir. Celle de Derek, mon frère cadet, était propre avec un nouveau matelas et ses affaires personnelles intactes, car lui et sa femme lui rendaient souvent visite. Et puis il y avait ma chambre, maintenant peu plus qu'un placard de rangement. Le favoritisme m'a transpercé le cœur dès le premier instant, mais je suis resté silencieux. J'avais juste besoin d'un endroit pour Cameron, même si cette chambre d'enfance s'était fanée avec le temps. J'ai nettoyé la chambre, étendu une nouvelle couverture que j'avais achetée avec le peu d'argent qu'il me restait, installé le berceau de Cameron à côté du lit, et j'ai essayé de transformer cet endroit en une maison de fortune. C'était notre chambre, lui ai-je murmuré, la tenant serrée. Elle gazouilla, agrippant mon doigt, et je me suis détourné pour cacher mes larmes, pour cacher mon sentiment d'échec. Quant à ma famille, mon père, Kenneth, était un homme dur, un ancien cheminot, maintenant retraité. Il parlait peu, mais chaque mot coupait comme un couteau. « Tu dois payer les frais, Ron », a-t-il dit le premier jour, alors que je déballais dans la chambre. Nous ne pouvons pas nous permettre de nourrir 2 bouches supplémentaires. Et fais attention. Ne laisse pas les pleurs de Cameron nous déranger. J'ai hoché la tête, n'osant pas argumenter. Je savais que mes parents avaient leurs propres problèmes. La pension de papa était modeste, et maman travaillait à temps partiel dans une épicerie. Mais le fait qu'ils aient préservé la chambre de Derek comme un musée, alors que la mienne était laissée à la poussière, rendait leur favoritisme douloureusement clair. Derek, mon jeune frère, avait toujours été l'enfant d'or, plus intelligent, envoyé à l'université avec le soutien de mes parents, alors que je devais commencer à travailler tôt pour me débrouiller. Maintenant, quand j'avais le plus besoin d'aide, il continuait à le privilégier, comme si je ne valais pas autant. Je suis retourné à l'usine d'acier, travaillant comme une machine, prenant des quarts de nuit pour joindre les 2 bouts. Chaque jour, je quittais la maison avant l'aube, laissant Cameron à une gentille voisine qui la gardait moyennant une petite somme. Je travaillais au milieu du rugissement des machines, la sueur imbibant ma chemise, mais mon esprit était toujours avec Cameron. Je craignais qu'elle n'ait faim, qu'elle tombe malade, ou que je ne puisse pas subvenir à ses besoins. Mon salaire, après avoir payé la garde d'enfants et donné une part à mes parents pour les dépenses, me laissait presque rien. Mais j'ai serré les dents et j'ai tenu bon pour Cameron, pour l'espoir qu'un jour je nous sortirais de cette maison où l'amour semblait réservé uniquement à ceux qui réussissaient. Mais mes parents ne facilitaient pas les choses. Ma mère me rappelait constamment mes échecs. « Regarde, Derek »,
a-t-elle dit un soir, alors que je rentrais après un quart de travail de 12 heures, mes mains encore noires d'huile de machine. Il a une carrière, une vraie famille. Pourquoi ne peux-tu pas être comme lui, Ron? J'ai baissé la tête, silencieux. Derek était la fierté et la joie de mes parents. Il travaillait pour une compagnie d'assurance à Indianapolis, avait une belle femme nommée Laura et une belle maison. Pour mes parents, Derek était l'image de la réussite, tandis que je n'étais qu'un ouvrier d'usine raté traînant une jeune enfant. Même si j'étais dans ma propre chambre d'enfance, je n'enviais pas Derek. C'était mon frère, et j'étais heureux qu'il ait une belle vie. Mais chaque fois que ma mère nous comparait, cela ressemblait à un autre coup de poignard dans le cœur. Je voulais crier que je faisais de mon mieux, que je n'avais pas choisi d'être abandonné par ma femme, de perdre ma maison, de revenir ici comme un perdant avec ma fille à remorque. Mais je suis resté silencieux, tenant Cameron près de moi et murmurant « Je vais y arriver, ma petite ». Ma chambre d'enfance, avec ses souvenirs fanés sur les murs, est devenue l'endroit où j'avalais silencieusement ma douleur, où je tenais ma fille chaque nuit et priais pour une issue. Les choses ont empiré quand Laura, la femme de Derek, a donné naissance à des jumeaux. Les deux bébés, un garçon et une fille, sont arrivés comme un tourbillon, attirant toute l'attention de mes parents. Soudain, la maison a été remplie de rires et de bavardages. Mes parents ont acheté des jouets, des couches et de jolis vêtements pour les enfants de Derek. Chaque week-end, Derek et Laura amenaient les jumeaux, et la maison bourdonnait comme une famille heureuse, sauf pour moi et Cameron. La chambre de Derek est devenue le quartier général des petits-enfants, rempli de nouveaux jouets et résonnant de rires. Pendant que ma chambre d'enfance, était traitée comme un fardeau temporaire. Le favoritisme m'a durement frappé. Ma mère tenait les jumeaux de Derek, rayonnante de joie, murmurant des mots doux, tandis que Cameron, sa propre petite fille, n'obtenait qu'un regard fugace ou une réprimande lorsqu'elle pleurait. Cameron grandit vite, mais elle est trop bruyante, a dit froidement ma mère un soir, quand Cameron était grognon à cause des dents. Tu dois lui apprendre à se comporter, Ron. Nous avons besoin de repos pour nous occuper des enfants de Derek. Je voulais dire que Cameron était aussi sa petite fille, qu'elle avait besoin d'amour tout comme les autres enfants, mais je savais que c'était inutile. Mes parents versaient toute leur affection sur Derek et sa famille, comme s'ils étaient la vraie famille, tandis que Cameron et moi n'étions que des intrus temporaires, indignes de priorité. Mon père était plus direct. Un soir, en rentrant du travail, il m'a appelé dans le salon. « Ron, a-t-il dit, sa voix sévère, tu es ici depuis assez longtemps. Nous ne pouvons pas continuer à te soutenir, toi et Cameron, pour toujours. Derek a plus besoin de nous. Il a 2 enfants, de grandes responsabilités, et quand ils viennent nous rendre visite, nous avons besoin d'espace pour qu'ils soient à l'aise. Tu dois trouver une solution. » Je suis resté là, stupéfait, comme si j'avais été giflé. « Papa, j'essaie de garder ma voix ferme. Je fais de mon mieux. Je travaille toute la journée. Je paie les frais. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour Cameron. Je vous supplie pour elle. » Mais il a juste secoué la tête. « Tu es un homme adulte, Ron. Un homme se tient sur ses 2 pieds. Nous ne pouvons pas porter plus de fardeau, surtout quand Derek et ses enfants ont besoin de nous. » Le mot fardeau a percé mon cœur comme un poignard. Pour mes parents, Cameron et moi n'étions pas une famille. Nous étions un fardeau. Ils étaient tôt prêts à garder une chambre prête pour les visites de Derek. Mais moi, leur fils aîné dans ma propre chambre d'enfance, j'étais poussé dehors dans la rue. La tension dans la maison s'est épaissie. Chaque pleur de Cameron, chaque fois que je renversais accidentellement quelque chose dans la chambre,
devenait une excuse pour ma mère pour se plaindre. « Cette enfant est trop bruyante, Ron, » disait-elle. « Tu dois trouver un autre endroit où rester. Derek et Laura arrivent bientôt avec les enfants, et nous devons préparer la maison pour eux. » J'ai essayé d'expliquer que j'économisais de l'argent, que j'avais juste besoin de plus de temps, mais elle n'écoutait pas. « Derek n'a jamais causé ce genre de problème, » disait-elle, et je savais qu'à ses yeux, je n'atteindrais jamais mon frère. Le jour fatidique est arrivé brusquement. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, mon père m'a appelé. Il se tenait à la porte de ma chambre d'enfance maintenant remplie de souvenirs douloureux, ses yeux froids. « Ron, a-t-il dit, tu dois déménager. Nous avons besoin de cette chambre pour la rénover pour les enfants de Derek quand ils viennent nous rendre visite. Tu as 2 semaines. » Je suis resté là, tenant Cameron, sentant le sol s'effondrer sous moi. « 2 semaines, ai-je répété, ma voix tremblant. « Papa, où suis-je censé aller? Comment Cameron et moi allons-nous vivre? »« C'est ton problème, » a-t-il répondu. Puis il s'est détourné sans un regard en arrière. Ma mère se tenait dans le coin, silencieuse, mais ses yeux disaient tout. Elle était d'accord avec lui, et moi, son fils aîné, je n'avais plus de place dans cette maison. Je suis retourné dans la chambre, me suis assis sur le lit, et j'ai tenu Cameron serré. Elle gazouilla, agrippant ma chemise, comme si elle sentait la douleur de son père. J'ai regardé autour de ma chambre d'enfance, ces murs, autrefois témoins de mes rêves, maintenant juste un lieu d'humiliation temporaire. J'avais tout perdu, ma femme, ma maison, et maintenant ma propre famille. Je ne savais pas où j'allais aller ni ce que j'allais faire, mais je savais une chose. Je devais protéger Cameron, quoi qu'il en coûte. Les 2 semaines sont passées comme un cauchemar. J'ai passé chaque moment libre à chercher un nouvel endroit où vivre, parcourant les journaux locaux et demandant des pistes à d'anciens amis de l'usine. L'argent restant de la vente de la maison n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour louer un appartement bon marché et délabré à la périphérie de la ville. Un bâtiment délabré avec des murs tachés et une odeur de moisi pas très différente de celle du sous-sol de la maison de mes parents. Le propriétaire, un vieil homme maigre nommé Frank, m'a regardé et Cameron avec suspicion. « Pas de bruit et payé à temps, » a-t-il dit, sa voix rauque à force de fumer. J'ai hoché la tête, signant le bail avec des mains tremblantes, et j'ai emménagé avec nos quelques affaires, un lit pliant de la maison de mes parents, le berceau de Cameron, et une petite cuisinière à gaz que j'ai achetée sur un marché d'occasion. L'appartement était une seule pièce, avec une salle de bain commune dans le couloir, mais au moins c'était le nôtre pour l'instant. Je pensais pouvoir y arriver. Mes salaires d'usine étaient instables, bien que serrés. Je travaillais plus dur, économisant chaque centime pour le loyer, le lait de Cameron et de la nourriture simple comme des sandwichs froids. « Ça ira, ma petite », ai-je murmuré à Cameron chaque nuit, alors qu'elle dormait profondément dans son berceau. Mais la réalité était plus dure que je ne l'avais imaginé. Le coût de la vie ici était plus élevé que prévu. Les services publics, le gaz et les petites dépenses comme les couches pour Cameron. Mes économies s'amenuisaient comme de l'eau qui s'échappe à travers mes doigts. J'ai tout réduit, mangé moins, éteint les lumières plus tôt, mais ce n'était toujours pas suffisant. À la fin de chaque mois, je regardais les factures qui s'accumulaient, mon cœur se serrant d'inquiétude. Le plus gros problème était Cameron. Elle avait presque 1 an maintenant, active et nécessitant des soins constants. De retour chez mes parents, je pouvais la laisser à une gentille voisine, moyennant une petite somme. Dans ce nouvel endroit, je ne connaissais personne en qui j'avais confiance. La garderie la plus proche
coûtait le double de mon salaire hebdomadaire. Pas assez d'argent, ai-je marmonné, fixant un dépliant épinglé à un lampadaire. Je ne peux pas la laisser seule. Elle était trop petite, trop fragile. J'ai donc fait un choix désespéré. J'emmènerai Cameron au travail avec moi. C'était un dernier recours, mais je n'avais pas d'autre option. Ce matin-là, je l'ai porté à l'usine d'acier, caché dans un vieux sac à dos. Le rugissement des machines et l'odeur âcre du métal en fusion n'étaient pas un endroit pour un enfant. J'ai caché Cameron dans un coin de la salle de pause, à l'intérieur d'une boîte en carton, recouverte d'une couverture, en espérant qu'elle resterait silencieuse. « Papa va au travail, sois sage, d'accord ?» j'ai murmuré, mon cœur battant de peur d'être découvert. Mes collègues me regardaient bizarrement mais ne disaient rien, peut-être par pitié. J'ai travaillé comme un fou, passant de la chaîne de production à la salle de pause pour vérifier sur elle, la nourrissant de lait quand elle pleurait. Mais je ne pouvais pas la cacher éternellement. Cameron a commencé à pleurer, ses cris déchirant le bruit des machines. Le contremaître, un homme costaud nommé Mike avec un visage perpétuellement renfrogné, m'a appelé dans son bureau. « Ron, tu es fou !» a-t-il hurlé, pointant Cameron, pleurant dans mes bras. « Ceci est une usine, pas une garderie. Je vous ai déjà prévenu de votre baisse de performance. » J'ai baissé la tête, ma voix tremblant. « Je suis désolé, patron, mais je n'ai personne pour la garder. Juste cette fois, je promets que je... » Mais Mike a secoué la tête, son visage rouge. « Non, juste cette fois, tu es viré. » J'ai resté là, figé, comme si le monde s'était effondré. Le travail, la seule chose qui me maintenait à flot, avait disparu. Je suis parti de l'usine avec Cameron dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage se mêlant à la sueur. « Je suis désolé, ma petite, » ai-je murmuré. Mais elle m'a juste regardé avec des yeux innocents, sans rien savoir de tout ça. Perdre mon travail a été un coup de mort. J'ai erré dans la ville, postulant partout, dans les épiceries, les ateliers automobiles, même dans les fast-foods. Mais mon CV n'était pas impressionnant. Juste un ouvrier d'usine de 31 ans sans diplôme, maintenant accablé d'un jeune enfant. Nous avons besoin d'employés à temps plein sans distraction, a dit un directeur, jetant un coup d'œil à Cameron dans mes bras. Désolé, mais non. J'ai essayé endroit après endroit, mais la réponse était toujours la même. Rejet. Chaque porte qui se fermait me faisait me sentir plus petit, plus inutile. Les maigres allocations de chômage ont à peine duré quelques semaines, mais les factures continuaient d'arriver. J'ai épuisé mes économies pour payer le loyer, mais finalement, je n'ai pas pu continuer. Un après-midi pluvieux, Frank, le propriétaire, a frappé à ma porte. « Ron, tu es en retard de 2 mois, a-t-il dit froidement, sans la moindre sympathie. « Déménage. J'ai besoin de louer à quelqu'un d'autre. Monsieur Frank, s'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. Je cherche du travail. Je paierai. » Mais il a secoué la tête et s'est éloigné. Le lendemain, nos biens ont été jetés sur le trottoir. Je me suis tenu sous la pluie, tenant Cameron sous ma veste usée, regardant l'appartement, le dernier endroit que nous appelions chez nous, fermé à clé. Il n'y avait plus nulle part où aller. J'ai appelé mes parents une dernière fois, ma voix brisée par le désespoir. « Papa, s'il te plaît, j'ai juste besoin d'un endroit où rester. Cameron est trempé. Je ne sais pas quoi faire. » Mais la voix de mon père était sèche au téléphone. « Ron, nous ne pouvons pas. Derek et Laura viennent avec les jumeaux. Nous devons nous occuper d'eux. Débrouille-toi, mon fils. » L'appel s'est terminé et mon monde est devenu noir. Ils ont refusé à cause de Derek.
toujours Derek. J'ai tenu Cameron, errant sous la pluie. Mon cœur s'est brisé. Nous étions officiellement sans abri. Cette première nuit, nous nous sommes réfugiés sous un pont autoroutier où d'autres marginaux se rassemblaient. La pluie tombait en rideaux et le vent coupait comme la glace. J'ai enveloppé Cameron dans une vieille couverture, la tenant près de moi pour la garder au chaud. Elle pleurait de faim, de froid, et tout ce que je pouvais faire était de murmurer « Papa est là, ma petite ». Le lendemain matin, je suis allé à l'église locale, où ils distribuaient de la nourriture gratuite. Une gentille vieille femme m'a donné une boîte de lait et de pain, ses yeux pleins de pitié. « Prends ça, mon fils. Dieu veillera sur toi et ta fille. » Je l'ai pris, les larmes coulant, ressentant une étincelle de chaleur d'une étrangère pour la première fois. Sous le pont, nous avons survécu jour après jour. J'ai appris à obtenir de la nourriture dans des soupes populaires où d'autres sans-abri partageaient leurs histoires. Emploi perdu, maison perdue, tout perdu. Comme moi, ils ne jugeaient pas, ne faisaient pas de favoritisme. Un vieil homme nommé Joe, un ancien mécanicien, m'a donné une vieille tente et m'a appris à faire du feu pour me réchauffer. Ici, tout le monde lutte, mais on s'entraide, a-t-il dit, me tapotant l'épaule. Une femme nommée Maria, qui élevait également un jeune enfant, a donné à Cameron des vêtements de seconde main et l'a surveillé pendant que je cherchais du travail. Ils, les gens du bas de la société, m'ont montré plus d'humanité que ma propre famille. Contrairement à mes parents, ils partageaient sans rien attendre, écoutaient sans comparer. Sous le pont, ces nuits glaciales, j'ai appris que la vraie gentillesse vient des endroits les plus inattendus. Cameron, bien que jeune, semblait aussi le ressentir. Elle souriait davantage en jouant avec les autres enfants sous le pont. Mais cette vie n'était pas facile. Chaque nuit, je restais éveillé à m'inquiéter de l'avenir. Cameron commençait à tomber malade à cause du froid, et j'ai dû supplier dans une clinique gratuite pour qu'un médecin la voie. Elle ira bien, mais elle a besoin d'un endroit plus chaud, ont-ils dit. J'ai hoché la tête, mais je savais que nous n'avions nulle part où aller. J'ai continué à chercher du travail, mais avec mes vêtements en lambeaux et l'odeur de fumée de campement qui s'accrochait à moi, personne ne voulait m'embaucher. J'ai lutté, j'ai eu faim, mais pour Cameron, je n'ai pas abandonné. Elle était ma seule lumière, la raison pour laquelle je continuais à respirer, à me battre. Puis un soir, une tempête a éclaté. La pluie tombait en rideaux et des vents violents secouaient la tente. L'eau s'infiltrait par le sol, trempant les couvertures. Je me suis blotti avec Cameron dans un coin, utilisant ma veste pour la protéger, mais des gouttelettes tombaient encore sur nous. Elle a pleuré, ses cris se mêlant au tonnerre grondant. « Chut, ça va aller. Papa est là. » ai-je apaisé. Mon cœur battait d'inquiétude. Joe et Maria étaient partis trouver un abri ailleurs, nous laissant seuls sous le pont sombre. J'ai pensé que c'était la pire nuit de ma vie, froid, affamé et désespéré. J'ai prié en silence, bien que je ne croie plus guère en Dieu. « S'il vous plaît, donnez-nous une issue. » Soudain, à travers la pluie torrentielle, j'ai vu une silhouette sombre approcher. Un vieil homme, grand mais légèrement voûté, vêtu d'un coûteux costume noir, tenant un parapluie contre la tempête. Il s'est arrêté devant notre tente, ses yeux perçant l'obscurité, se posant sur moi et Cameron. Je l'ai serré plus fort, mes instincts protecteurs s'enflammant. Sous ce pont, un étranger pouvait être n'importe qui. Un escroc, un flic, ou juste un autre clochard. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, ma voix glaciale, luttant pour me redresser pour la protéger. Le vieil homme n'a pas répondu tout de suite. Il a plié son parapluie
et s'est accroupi pour mieux nous voir, son visage ridé éclairé par des yeux perçants comme s'il étudiait quelque chose de précieux qui avait été perdu. « Je m'appelle Philippe », a-t-il dit, sa voix chaude et stable, un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage dehors. « Je suis ton grand-père, Ronald. » J'ai figé. Le mot grand-père a résonné dans ma tête comme le tonnerre. Toute ma vie, mon père, Kenneth, m'avait dit que mon grand-père était mort quand j'étais jeune. Un accident de voiture, avait-il dit, et nous n'en avions plus jamais parlé. Pas de photos, pas de souvenirs, juste un vide dans l'histoire de notre famille. Quoi? Qu'as-tu dit? Ai-je bégayé, ma voix tremblant. Mon grand-père est mort. Papa l'a dit. Qui es-tu vraiment? Comment connais-tu mon nom? Philippe a esquissé un triste sourire, ses yeux pétillants sous la faible lueur d'un lampadaire se reflétant sur le pont. Je ne suis pas mort, Ronald. Ton père, Kenneth, a menti. Il a pris tout mon argent, nous a abandonnés, ma grand-mère et moi, puis a répandu cette histoire pour couvrir ses traces. Je te cherche depuis longtemps, par l'intermédiaire d'un enquêteur privé. Je sais tout de Mélissa, du divorce, de ce que tu traverses. Il a marqué une pause, regardant Cameron, pleurant dans mes bras. Et cette petite fille, mon arrière-petite-fille, ne la laisse pas rester dans ce froid. Viens avec moi. Je veux m'occuper de vous deux pour compenser ce que tu as perdu. Je me suis tenu là, le regardant, mon esprit en plein désarroi. Le doute a surgi. Était-ce un sale tour? Un escroc qui profitait des gens désespérés comme moi? Mais en regardant de plus près, j'ai vu une ressemblance étrange, des yeux bleus perçants comme ceux de mon père, un sourire tordu que je me rappelais vaguement de rêves flous de mon passé. Et sa voix, chaude, sincère, pas comme celle d'un menteur. La pluie continuait de tomber, le vent hurlait, et Cameron pleurait plus fort à cause du froid. Je n'avais plus rien à perdre. Pas de maison, pas de travail, pas de famille. S'il était une mauvaise personne, les choses pourraient-elles vraiment empirer que cela? Mais s'il disait la vérité, peut-être que c'était la solution. L'éclat d'espoir pour Cameron. J'ai regardé ma fille, ses joues rougies par les pleurs, et mon cœur s'est serré. Très bien, ai-je dit, ma voix étranglée. Je viens avec toi, mais si tu mens, je ne te pardonnerai pas. Pour le bien de ma fille. Philippe hocha la tête, se levant et tenant son parapluie au-dessus de nous. Tu ne regretteras pas ça, Ronald. Allez, ma voiture est à proximité. J'ai ramassé Cameron et je l'ai suivi sous la pluie. Mais pas lourd d'épuisement et de doute. Mais au fond de moi, une faible étincelle d'espoir a vacillé. Peut-être, juste peut-être, le destin nous souriait enfin. Nous sommes sortis de sous le pont, la pluie continuant de tomber sur le parapluie de Philippe. Sa voiture, une élégante limousine noire avec un chauffeur en uniforme qui nous attendait, se trouvait non loin, ses phares traversant la pluie comme un phare. J'ai hésité une seconde, jetant un coup d'œil en arrière à la tente trempée maintenant déchirée par le vent, puis je suis monté dans la voiture. À l'intérieur, il faisait chaud, le siège en cuir était doux, et un siège auto pour enfants était déjà installé. Philippe s'est assis en face de moi, esquissant un léger sourire en voyant ma surprise. « Je suis venu préparer », a-t-il dit, sa voix chaude. « Elle doit être en sécurité. » J'ai serré Cameron plus fort. Elle avait arrêté de pleurer, peut-être apaisée par la chaleur soudaine, et j'ai regardé par la fenêtre, tandis que la voiture s'éloignait. Nous avons quitté l'Indiana, en direction de la Floride, un long voyage, mais Philippe avait organisé un jet privé depuis un aéroport voisin. Je n'ai pas posé beaucoup de questions.
mon esprit épuisé se concentrait uniquement sur le maintien de Cameron au chaud. Pendant le vol, je me suis assoupi. La première fois depuis des mois, je n'ai pas été réveillé par le froid ou le bruit du trafic. Lorsque nous avons atterri à Tampa, le ciel était lumineux. Une autre voiture nous attendait, nous emmenant à la périphérie de la ville. Le paysage a changé à mesure que nous roulions des rues animées aux routes bordées d'arbres, puis à une communauté fermée avec de hautes clôtures et une imposante grille en fer. La voiture s'est arrêtée devant un manoir tentaculaire, comme sorti d'un magazine. Un bâtiment de 2 étages de couleur crème, avec des toits de tuiles rouges, entourés de jardins verdoyants luxuriants, et d'une piscine scintillante sous le soleil de Floride. Je suis resté là, tenant Cameron, la mâchoire tombée d'admiration. C'est ta maison, ai-je bégayé. Philippe a souri, posant une main sur mon épaule. Notre maison, Ronald, entre. Toi et ta fille avez besoin de repos. Entrer dans le manoir donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. Le grand hall d'entrée avait des sols en marbre, un lustre en cristal étincelant et l'odeur légère de fleurs fraîches d'un grand vase. Une femme d'âge mûr en uniforme de femme de ménage nous a accueillis avec un sourire. « Bienvenue, monsieur, et bienvenue, Ronald et petite Cameron », a-t-elle dit comme si elle nous connaissait depuis toujours. Philippe nous a présentés. « Voici Elena, la femme de ménage. Là-bas se trouve Louis, le chef, et la sécurité à la porte. Ils s'occuperont de tout. » J'ai hoché la tête. Encore sonné. Philippe nous a conduits à l'étage dans une chambre d'amis spacieuse, avec un lit king size, une salle de bain privée et un coin rempli de jouets neufs pour enfants. « Ceci est pour toi et Cameron, » a-t-il dit. Je l'avais préparé. Plus tard, Philippe a appelé un médecin privé. Un homme d'âge mûr nommé Dr Ramirez est arrivé en moins d'une demi-heure avec une trousse médicale complète. Il a d'abord examiné Cameron, vérifiant sa température, écoutant ses poumons et prescrivant des médicaments pour sa toux. Elle a un léger rhume, mais elle ira bien avec des soins appropriés, a-t-il dit, puis s'est tourné vers moi. Je me suis assis pendant qu'il me vérifiait. Hypertension due au stress, malnutrition et petites coupures dues à la vie dans la rue. Vous avez besoin de repos et de repas appropriés, a-t-il conseillé. Philippe a hoché la tête et a demandé au chef de préparer le dîner. Pour la première fois depuis des mois, j'ai mangé un vrai repas. Soupe de poulet chaude, salade fraîche et pain grillé. Cameron a eu du lait spécial, qu'elle a bu avidement, ses yeux s'éclaircissant. Ce soir-là, je me suis allongé sur le lit doux, écoutant la respiration régulière de Cameron dans son berceau à côté de moi, et j'ai dormi profondément. Pas de cauchemar, pas de soucis, pour la première fois depuis des années. Les premiers jours dans le manoir se sont passés comme dans un rêve. La maison n'était pas seulement grandiose, elle était équipée de tout le confort. Un verger dans le jardin où je pouvais me promener avec Cameron, une salle de sport et une bibliothèque remplie de livres. Sécurité 24h/24 et 7h/7. Nettoyage quotidien par le personnel. Et 3 repas nutritifs du chef. Philippe a engagé une nounou nommée Sophia, une jeune femme douce qui avait travaillé dans une garderie haut de gamme pour s'occuper de Cameron quand j'avais besoin d'une pause. « Tu as besoin de temps pour récupérer », a dit Philippe. « Laisse Sophia s'occuper d'elle. » J'ai hésité au début, mais Sophia s'est rapidement révélée digne de confiance. Elle chantait des berceuses à Cameron, jouait avec elle, et m'a même appris à la masser pour soulager sa toux. Cameron s'est visiblement améliorée. Ses joues condeuses sont devenues roses. Elle souriait davantage, et elle a commencé à trottiner dans la pièce. Quant à moi, je prenais des douches chaudes tous les jours, mangeais des repas appropriés
et sentais mon corps revenir à la vie. Les doutes persistaient, mais chaque jour ils s'estompaient sous les soins sincères de Philippe. Nous avons commencé à nous installer ici. Le matin, je me réveillais avec l'odeur du café de la cuisine, prenant mon petit déjeuner avec Philippe alors qu'il parlait de la Floride, de la mer et du soleil chaud. L'après-midi, j'emmenais Cameron au jardin, la regardant rire en touchant les fleurs vibrantes. Le soir, Sophia s'occupait d'elle pendant que je me détendais, lisais ou simplement regardais les étoiles. Philippe ne me pressait pas, me demandant seulement doucement de ma vie, de Mélissa, des difficultés. « Il n'y a pas d'urgence », a-t-il dit. « Tu as besoin de temps. » J'ai commencé à m'ouvrir, à lui parler de l'usine d'acier, de la trahison, de mes parents et de Derek. Philippe écoutait, ses yeux lourds de tristesse comme s'il partageait ma douleur. Puis un soir, Cameron dormant sous les soins de Sophia, Philippe m'a invité sur le balcon, un endroit donnant sur la piscine, scintillante sous les lumières. Il a versé 2 verres de vin, s'est assis dans un fauteuil en cuir et a dit « Ronald, il est temps que je te dise la vérité sur le passé, sur la raison pour laquelle je t'ai trouvé. » Mon cœur s'est emballé. L'air était lourd, la brise marine légère portant un soupçon de sel. Philippe regardait au loin, sa voix basse comme s'il racontait une histoire douloureuse. Il y a des années, quand j'étais plus jeune, j'avais une famille heureuse. Ta grand-mère, ma femme et notre fils, Kenneth. Ton père, j'ai travaillé dur, économisé de l'argent et des obligations pour notre avenir. Mais Kenneth, il a changé. Il s'est mis au jeu, a accumulé des dettes. Une nuit, il a tout pris du coffre, de l'argent, des obligations, a même vendu des souvenirs de famille et a disparu sans un mot. Ta grand-mère a été dévastée. Elle a eu une crise cardiaque cette nuit-là, et elle est partie pour toujours. La voix de Philippe s'est brisée. Il a pris une gorgée de vin. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je me suis assis là, abasourdi, imaginant cela. Ma grand-mère, que je n'avais jamais connue, mourant de la trahison de son propre fils. J'avais presque 50 ans, sans le sou, le cœur brisé. Je pensais que ma vie était finie, mais je n'ai pas abandonné. J'ai recommencé. Un petit travail dans l'immobilier, empruntant à des amis, travaillant jour et nuit. Au fil des décennies, j'ai construit Sun Bay Properties, une entreprise immobilière côtière. D'un petit bureau à Tampa, j'ai maintenant des succursales dans toute la Floride et au-delà. Je suis riche, mais mon cœur était toujours vide. Perdre ma femme, mon fils, et ne pas savoir ce qu'il était advenu de mon petit-fils. Il a marqué une pause, me regardant. Récemment, j'ai engagé des enquêteurs. Ils ont retrouvé Kenneth, puis toi, Ronald Holt, un ouvrier d'usine en Indiana, divorcé, expulsé par tes parents, sans abri sous un pont. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je devais te trouver pour compenser ce que tu as souffert à cause des erreurs de Kenneth. Je me suis assis là, secoué comme si j'avais été frappé par la foudre. La vérité était mise à nu. Mon père, Kenneth, n'était pas une victime du destin, mais un voleur, un traître qui avait causé la mort de ma grand-mère. Mon grand-père, que je croyais mort, était assis ici, riche et plein de regrets. J'étais reconnaissant qu'il nous ait sauvés de l'enfer, mais aussi angoissé par les mensonges de mes parents. Pourquoi mon père a-t-il fait ça? Ai-je demandé, ma voix étranglée. Philippe secoua la tête. Il était faible, Ronald, mais tu es différent. Tu es fort comme je l'étais. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, la brise marine chuchotant comme un réconfort. J'ai regardé la piscine, mon cœur une tempête d'émotions, mais aussi soulagé. Enfin,
J'avais une vraie famille, une vraie maison pour Cameron. Les jours suivants ont été consacrés à digérer cette vérité. Pendant la journée, j'emmenais Cameron au jardin, la regardant ramper maladroitement sur la pelouse verdoyante, riant en touchant les fleurs vibrantes. Sophia, la nounou, était toujours là, m'aidant à m'occuper d'elle sans me faire sentir inadéquat. Mais la nuit, quand le manoir tombait dans le silence, les souvenirs me submergeaient comme des vagues. Je pensais à mes parents, à ma jeunesse dans cette vieille maison de l'Indiana, où papa parlait toujours de mon défunt grand-père avec un regret fin. Maintenant, je comprenais pourquoi il parlait rarement du passé, pourquoi maman esquivait mes questions sur mamie. Ils avaient nous construit un mensonge pour cacher leur culpabilité. Et moi, leur fils aîné, j'avais vécu dans son ombre sans le savoir. J'étais en colère mais aussi triste. Triste pour ma grand-mère, pour Philippe et pour moi-même. J'ai appelé mes parents une fois, mais ils n'ont pas décroché. Peut-être pensaient-ils que j'appelais pour les déranger ou mendier. Je n'ai pas rappelé. J'avais Philippe maintenant et Cameron. C'était suffisant. Philippe ne m'a pas poussé à faire quoi que ce soit tout de suite. Il m'a donné le temps de guérir, mais il a aussi subtilement évoqué l'avenir. Un matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner sur le patio, des toasts, des fruits frais et du café fumant, il m'a regardé et a dit « Ronald, as-tu assez reposé? Sunbay Properties pourrait utiliser quelqu'un comme toi. Commence petit. Un poste de vendeur. Pas de traitement de faveur, juste une chance d'apprendre. » J'ai été surpris, le regardant. « Papy, je ne suis qu'un ouvrier d'usine. Je ne connais rien à l'immobilier. » Philippe a souri, me tapotant l'épaule. « Tu connais la vie, Ronald. C'est quelque chose qu'aucune école ne peut enseigner. Essaie. Pour Cameron, elle a besoin d'un père stable. » J'ai hésité, mais j'ai accepté. Je ne voulais pas vivre éternellement de sa générosité. Le premier jour de mon travail dans l'entreprise, j'ai porté un costume que Philippe m'avait acheté, me sentant comme si j'étais dans les vêtements de quelqu'un d'autre. Sunbay Properties était au centre-ville de Tampa, un bâtiment moderne en verre avec un logo brillant sous le soleil. Le bureau bourdonnait d'activité. Employé au téléphone et sur ordinateur, Philippe m'a présenté à l'équipe, mais n'a pas souligné notre lien, disant seulement que j'étais un nouvel employé. « Apprends, Ronald », m'a-t-il murmuré avant de me laisser me débrouiller. Mon rôle était modeste, assis à un petit bureau, appelant des clients potentiels, proposant des propriétés côtières. Un collègue, un type nommé Kyle, m'a guidé. Sois juste sincère, ne pousse pas. Les premières semaines ont été difficiles. J'étais habitué au travail manuel à l'usine, au rugissement des machines et à transpirer à travers ma chemise. Maintenant, je devais apprendre à persuader, à lire des contrats et à gérer des chiffres. Certains appels se terminaient brusquement, avec des clients qui disaient sèchement « Pas intéressé. Au revoir ». Je rentrais épuisé, mais je n'abandonnais pas. Je me souvenais des jours sous le pont, Cameron pleurant de froid. C'était ma motivation. J'ai étudié dur, lu des livres sur l'immobilier que Philippe avait laissés dans la bibliothèque de la maison, demandé à Kyle des techniques de vente et observé les réunions. Mon honnêteté est devenue un atout. Les clients sentaient la sincérité quand j'expliquais les avantages pratiques d'une maison en bord de mer. Aucune exagération. Lentement, je me suis prouvé. Un mois plus tard, j'ai conclu ma première affaire. Un couple d'âge moyen a acheté un petit condo à Clearwater. Ils ont dit « Tu as expliqué les choses clairement, pas comme les autres vendeurs. » Kyle m'a tapé sur l'épaule. « Bon travail, Ron. Tu as le coup de main. » J'ai souri, mais intérieurement,
j'étais reconnaissant pour mes luttes passées. Le trahison de Mélissa m'a appris la patience. Le favoritisme de mes parents m'a rendu humble. Le fait d'être sans abri a forgé ma détermination. Je n'étais plus le travailleur d'usine timide. Je me souciais de mes collègues, écoutais leurs problèmes et agissais rapidement. Dans un projet d'équipe, lorsque des arguments éclataient sur les approches clients, j'ai suggéré un terrain d'entente. Pensez aux clients comme à une famille. Ils ont besoin de foyer, pas de promesses vides. L'équipe a accepté et le projet a réussi. La directrice générale, Hélène, une femme perspicace d'une 50aine d'années, m'a félicité lors d'une réunion. « Ronald, tu as un potentiel de leadership. Garde cette intégrité et tu iras loin. » Le temps a passé et j'ai gravi les échelons, sentant le changement en moi. D'un homme brisé, je suis devenu décisif, empathique. L'entreprise s'est développée avec mes idées comme un programme pour aider les clients en difficulté financière, inspiré par ma propre vie. Hélène et d'autres responsables m'ont félicité. « Ronald, tu ne fais pas que vendre, tu changes des vies. » Philippe souriait chaque fois qu'il entendait des rapports, et je savais qu'il me préparait à quelque chose de plus grand. 3 ans se sont écoulés. Cela semble long, mais pour moi, ce fut un tourbillon. J'ai gravi les échelons, non pas à cause des liens familiaux, mais par le mérite. Puis vint le tournant décisif, pas spectaculaire comme dans un film, mais réel et mérité. Lors d'une réunion du conseil d'administration, Philippe s'est levé, sa voix résonnant dans la salle au mur de verre. J'ai observé Ronald pendant 3 ans. Pas de privilèges, pas de favoritisme. Il est parti de rien et a gravi les échelons par ses capacités, augmentant les revenus de 150%. Il a étendu 4 succursales et bâti une culture d'entreprise basée sur la confiance. Les responsables ont applaudi. Hélène a souri. Ronald le mérite. Philippe m'a regardé. À compter d'aujourd'hui, vous êtes PDG de Sun Bay Properties. Je suis resté là, stupéfait, mon cœur battant la chamade. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. J'ai serré Philippe dans mes bras, murmurant « Merci, papy ». Il m'a tapoté l'épaule. « C'est toi qui as fait ça, Ronald. » Être PDG n'était pas facile. Je me suis assis dans un grand bureau avec une vue imprenable sur l'océan, mais les responsabilités étaient immenses. Décisions stratégiques, réunions d'investisseurs, gestion de crise. L'entreprise a prospéré. Revenus records, expansion en Géorgie. Les partenaires respectaient ma fiabilité. Une fois, lors d'un ralentissement du marché, j'ai refusé une affaire risquée mais très rentable. Nous ne jouons pas avec l'avenir des clients, ai-je dit. Ils ont respecté cela et plus de contrats ont suivi. Je suis resté humble, mangeant avec les employés, écoutant les idées venues de la base. J'étais comme vous autrefois, ai-je dit au personnel lors d'une réunion d'entreprise. Construisons ensemble. Cameron est devenue ma plus grande joie. Maintenant âgée de 5 ans, elle est brillante, vive, et me demande toujours mon travail. « Qu'est-ce que tu fais à l'entreprise, papa ?» a-t-elle demandé, assise sur mes genoux à table. « J'aide les gens à avoir de belles maisons comme la nôtre, » ai-je répondu, lui embrassant le front. Elle fréquente une école privée, joue du piano et nage. Des choses que je n'aurais jamais rêvées enfant. Elle est ma motivation. Chaque décision de l'entreprise, je pense à elle, à construire un héritage. Les médias ont remarqué. Un magazine économique local a publié un article. De travailleurs d'usine sans abri à PDG. L'histoire inspirante de Ronald Holt. Ils m'ont interviewé dans mon bureau et j'ai parlé honnêtement de Mélissa, de mes parents, du pont et de Philippe. L'échec n'est pas la fin, j'ai dit.
La vie m'a appris que le succès est possible. L'article est devenu viral, et une émission matinale locale m'a invité. Assis sur leur canapé, j'ai partagé mon histoire avec un sourire sincère. De sans-abri à PDG. « Comment avez-vous fait ?» a demandé l'animateur. J'ai regardé la caméra. Grâce à mon grand-père et à ma persévérance, tout le monde a une chance s'il continue d'avancer. L'interview a renforcé la renommée de l'entreprise. Les clients ont afflué et j'ai reçu des lettres de personnes qui avaient lutté comme moi, me remerciant pour l'espoir. Mais le passé ne me laissait pas en paix. Un après-midi, alors que j'étais assis dans mon bureau en train d'examiner les rapports de revenus de la nouvelle succursale d'Orlando, mon téléphone a sonné. C'était la réceptionniste, sa voix inquiète. « Ronald, il y a 2 personnes dans le hall qui prétendent être vos parents. Ils insistent pour vous voir maintenant. » J'ai figé, serrant le téléphone fermement. Mes parents, Kenneth et Denise, après toutes ces années, après m'avoir jeté Cameron et moi comme des mendiants, j'ai pris une profonde inspiration, me calmant. Laissez-les attendre dans le hall. J'arrive. Je me suis tenu à regarder par la fenêtre la baie de Tampa étincelante sous le soleil, et je me suis dit, je ne suis plus ce Ronald faible. Je suis descendu dans le hall, où les lustres en cristal brillaient sur le sol en marbre poli. Il se tenait là, mon père dans un costume serré et démodé, ma mère dans un manteau de laine usé, ses yeux balayant les environs comme si elle évaluait la valeur du bâtiment. C'était la première fois que je les voyais depuis qu'ils nous avaient expulsés de leur maison de l'Indiana il y a des années. Mon père m'a regardé, forçant un sourire maladroit. « Ron, mon garçon, nous t'avons vu à la télévision. Tu as réussi. Nous sommes si fiers. » Ma mère s'est jointe à nous, sa voix sirupeuse. « Oui, Ron, nous devrions renouer, n'est-ce pas? Nous pourrions t'aider à gérer tout ça. » Elle a agité la main autour du hall comme pour revendiquer une part. Je suis resté là à les regarder froidement. Mon cœur ne plus saignant, juste calme. Aider? Comme vous m'avez aidé, moi et Cameron, quand vous nous avez jetés dehors dans la rue? Quand j'ai supplié et que vous avez refusé? Tout pour Derek et ses enfants. Et c'est mal, le visage de mon père est devenu pâle, et il a bégayé. Ron, c'était des moments difficiles. Tu es riche maintenant. Nous pouvons laisser tomber. Nous sommes ta famille. J'ai secoué la tête, ma voix ferme. Famille, tu m'as abandonné quand j'en avais le plus besoin, et maintenant tu viens pour une part. Pas question. Soudain, le bruit des pas a résonné depuis l'ascenseur. Philippe est apparu, grand dans un costume gris élégant, ses yeux froids comme l'acier. Il s'est arrêté à mes côtés, fixant droit mes parents, ou plutôt son fils, Kenneth. Mon père a figé, son visage cendreux comme s'il avait vu un fantôme. « Philippe, papa, tu es vivant ?» a-t-il bégayé, reculant. Ma mère lui a serré le bras, les yeux écarquillés d'horreur. « C'est impossible. » Kenneth a dit, « Tu es mort il y a des années. » Philippe a esquissé un sourire glacial. « Oui, Kenneth a dit cela pour couvrir ses crimes. Mais je suis vivant et je suis le président de Sun Bay Properties, l'entreprise dans laquelle vous vous tenez. » Le hall est devenu tendu alors que quelques employés et clients s'arrêtaient pour regarder, l'air crépitant d'anticipation. Philippe n'a pas hésité, sa voix résonnant clairement, révélant la vérité à tous. « Kenneth, tu as tout volé, mon argent, nos économies, et tu as abandonné ta mère et moi. Ta mère, la grand-mère de Ronald, est morte d'une crise cardiaque due au choc. Tu m'as laissé sans le sou à 50 ans, puis tu as répandu des mensonges, disant que j'étais mort pour vivre sans remords. Et puis,
Tu as abandonné ton propre fils et ta petite-fille, Ronald et Cameron, quand ils avaient le plus besoin de toi, les jetant dehors pour Derek. Mon père secoua la tête, le visage rougi, essayant de se défendre. Ce n'était pas comme ça. J'ai juste emprunté, puis les choses ont dégénéré. Tu comprends? Mais Philippe a sorti une pile de papiers de sa poche, des rapports d'enquêteurs, de vieilles reçues, même des photos du coffre vide d'il y a des années. Voici la preuve, Kenneth. Tu ne peux pas le nier. Et Denise, tu savais tout mais tu l'as couvert. Ma mère a vacillé, bégayant. Nous ne voulions pas. Ron, dis quelque chose. Mais je suis resté là, les regardant. Deux personnes qui étaient autrefois mes parents, maintenant juste un souvenir douloureux. Ils ne pouvaient pas discuter. La preuve était indéniable. Le hall était silencieux, quelques employés murmuraient, et mes parents baissèrent la tête, partant dans la honte, sans un autre mot. Je les ai regardés partir, le cœur en paix. Toute cette réunion était une annonce de testament. Philippe, 80 ans, a regardé autour de la salle bondée. J'ai observé Ronald pendant 3 ans, a-t-il dit. Pas de privilège, pas de favoritisme. Il a commencé en bas et a gravi les échelons par ses capacités, augmentant les revenus de 150%. Il a étendu 4 succursales et bâti une culture d'entreprise basée sur la confiance. Ronald Holt héritera de la majorité de mon patrimoine et du contrôle total de l'entreprise. Mon père et Derek ont été complètement exclus. Pas une odeur, pas une part. Derek a pâli et s'est levé d'un bond. Comment est-ce que c'est possible? Je suis ton petit-fils aussi. Mon père, tremblant, a plaidé devant tout le monde. Philippe, papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Ron, parle-lui, nous sommes une famille. La salle est devenue silencieuse, tous les yeux fixés sur la scène. Je suis monté sur scène, regardant droit dans les yeux de mon père, l'homme qui m'avait jeté dehors avec Cameron. Ma voix était froide mais ferme. Le jour où tu m'as jeté dehors, moi et Cameron, j'ai perdu mon père. La seule personne que je respecte maintenant, c'est mon grand-père. Mon père s'est affaissé sur sa chaise, son visage cendreux. Derek, rouge d'embarras, l'a relevé, et ils sont partis en silence sous les regards chuchotants du personnel. Je les ai regardés partir, le cœur en paix. Le passé était enfin clos. Après cette réunion, tout est devenu plus clair que jamais. Je suis retourné au manoir, tenant Cameron serré, sa chaleur un rappel que la vie avait encore de la beauté. Philippe m'a tapé sur l'épaule, sa voix chaude. « Tu as bien fait, Ronald. Maintenant, il est temps de vivre pour le futur. » Nous avons dîné ensemble, un vrai repas de famille avec le rire de Cameron résonnant dans la salle spacieuse. Elle grandissait, ses yeux brillants et son sourire radieux. Aucune trace de ses jours froids sous le pont. Je lui ai parlé de son arrière-grand-père, des leçons du passé, et elle a écouté, même si elle ne comprenait pas tout. Un soir, alors que les choses s'étaient calmées, j'ai emmené Cameron au balcon du bâtiment de l'entreprise, le point le plus haut de Tampa, avec une vue imprenable sur les lumières scintillantes de la ville sous le ciel nocturne. La brise marine fraîche portait l'odeur du sel et de la liberté. Je la tenais dans mes bras, lui montrant les immeubles imposants et les rues animées en contrebas. « Regarde, ma petite, c'est notre monde. » ai-je murmuré. Cameron a ri, agitant la main comme pour saluer les lumières. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais fait le tour. Des profondeurs du désespoir, serrant ma fille sous la pluie à ce pinacle d'honneur, me tenant droit comme un homme. J'ai réfléchi à ce que j'avais enduré. Le trahison de Mélissa,
mes parents et l'indifférence de Derek, les nuits sans abri sous le pont et la rédemption de Philippe. Ce n'était non plus des blessures. C'étaient des leçons, le fondement de ce que j'avais accompli. Une entreprise florissante, un foyer aimant et un cœur capable d'aimer. Je suis à la fois un PDG prospère dirigeant Sunbay Properties vers des revenus records et une expansion incessante, et un père dévoué, passant chaque week-end avec Cameron, l'emmenant à la plage, lui apprenant à nager et lui racontant des histoires sur les gens gentils sous le pont. Elle grandit dans une nouvelle famille, remplie d'amour. Philippe comme un arrière-grand-père gentil, Sophia comme une figure don, attentionnée, et moi, son père, toujours là pour la protéger. Nous ne sommes plus seuls. Le manoir est maintenant vivant de rires, de repas partagés et de nouveaux souvenirs. Mais au fond, j'ai appris une vérité profonde. Le sang ne fait pas toujours une famille. Mes parents biologiques, bien qu'ils partagent mon sang, m'ont abandonné quand j'en avais le plus besoin. Pourtant, Philippe, trahi par son propre fils, est revenu pour faire amende honorable. C'est l'amour, la responsabilité et l'intégrité qui créent un véritable héritage. Celui que je transmettrai à Cameron pour qu'elle grandisse en valorisant ceux qui la soutiennent vraiment. Et s'il y a un conseil à tirer de ce voyage, c'est celui-ci. Continuez à avancer, peu importe les difficultés. J'ai un jour pensé que ma vie était finie sous ce pont, mais je n'ai pas abandonné. J'ai avancé pas à pas. L'avenir sera toujours radieux si vous continuez d'avancer, sans jamais abandonner. La vie peut vous pousser au fond, mais c'est vous qui décidez si vous vous relevez. Pour moi, Cameron était la raison de me relever. Et maintenant, je suis ici au sommet, prêt pour ce qui vient ensuite.